Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau libre journal des artisans. Nous avons la chance ce soir d'être en compagnie de deux invités représentant chacun un univers bien ancré dans la tradition française puisque nous accueillerons en première partie Combès, cofondateur de l'entreprise Divine Box qui s'attelle à faire rayonner les savoir-faire monastiques. Ora et labora, comme nous l'énonce la règle de Saint-Benoît, prier et travail, tel est le quotidien de nombreux moines et moniales qui œuvrent dans l'humilité au quotidien. En seconde partie, enfin, nous aurons l'honneur d'avoir comme invité une espèce très rare, en voie de disparition si je veux dire, Donatien l'évêque de Rostu, l'un des derniers, si ce n'est le dernier tailleur de vénerie, concepteur de ces prestigieux habits de chasse à cour au sein de son entreprise L'Atelier du Veneur. Nous vous proposons donc ce soir deux portraits d'entrepreneurs, défenseurs de savoir-faire et de tradition, animés par Alexandre Paolo. Combès, bonsoir et merci de revenir dans notre émission du Libre Journal des Artisans. Vous commencez à être habitué de cette émission. Nous avons aussi eu la chance d'avoir en décembre dernier votre sœur Astrid Bess qui nous a parlé de votre entreprise Divine Box. Divine Box, donc une aventure familiale et une rencontre avec l'univers monastique. Peut-être pour commencer, pourriez-vous nous raconter cette histoire finalement, comment est née Divine Box ? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, merci de m'inviter. Alors l'histoire de Divine Box est assez amusante, on est une famille de 4 enfants, donc j'ai monté cette entreprise avec ma sœur Astrid. Et on a un frère qui habitait à l'époque à Barcelone et c'était le grand franchouillard de la fratrie. Et donc, son bonheur était exclusivement composé de vin rouge, pâté et fromage. Et donc, la tradition, c'est que quand il revenait à Paris pour les vacances familiales et notamment à Noël, maman lui offrait un grand panier avec toutes ses victuailles françaises. Et quand on a eu l'idée, c'était en décembre 2016, on a découvert dans le panier pour mon frère le pâté du père Marc, que vous connaissez, j'imagine très bien, Alexandre, maintenant, depuis le temps. À Pâté force, du oui. père Marc, donc de l'habit de Bricquebec dans la Manche. Et on a trouvé ça très amusant que des moines vendent du pâté. On connaissait vaguement bière, fromage, qui sont des produits assez emblématiques des abbayes, mais le pâté, ça ne nous disait trop rien. Et donc, on l'a goûté, on l'a trouvé très bon. Et on s'est dit, tiens, si on groupait ensemble dans une boîte de la bière, du fromage et du pâté, on pourrait faire un apéro monastique. On est trentenaire parisien, c'est typiquement le genre de concept qui pourrait plaire. Et donc, on s'est lancé sur cette idée-là de l'apéro monastique. On continue à en faire, mais depuis, on s'est un peu élargi et on a inclus plus ou moins toute l'épicerie fine monastique, plus quelques autres produits avec des baumes, des crèmes, etc. Mais voilà, donc au départ, c'est une histoire familiale, un peu anecdotique, qui nous a permis de rentrer un peu dans le milieu des produits monastiques et de découvrir que, en fait, dans l'économie monastique, toute l'épicerie fine existe en version monastique. Donc, il y a autant de l'huile d'olive, du chocolat, du vin, des liqueurs, des moutardes, du miel, etc. Et autour de nous, personne ne connaissait ça. Donc, notre but avec Divine Box, c'est de faire connaître et faire déguster surtout ces bons produits autour de nous. Voilà. Alors, on l'a compris, l'apéro monastique, l'huile, la bière et le pâté. Mais finalement, est-ce que vous vendez seulement des produits qui ont vocation à être consommés, enfin, j'entends gastronomiques. Alors, on ne vend pas uniquement ça, Mhm. mais sur Divinox, effectivement, on met d'abord en avant les produits d'épicerie fine parce qu'on trouve que c'est le plus amusant et que c'est toujours plus sympa de parler des moines et des abbayes quand on a une bière brassée par les moines de Saint-Vendry ou un pâté des sœurs de Boulor entre nous. Mais on a aussi quelques autres produits qui sortent du rayon de l'épicerie fine. On a quelques baumes de massage, notamment le baume de l'abbaye d'Aiguebelle, qui est très réputé pour les douleurs aux muscles, les tendinites, etc. On a bien sûr quelques savons, notamment des produits de l'abbaye de Chantelle en Auvergne. Les bénédictines de Chantelle sont connues depuis 70 ans maintenant dans les produits cosmétiques. Et donc, on distribue certains de leurs produits. Voilà, donc on a quelques-uns de ces produits-là, mais 90 ou 95% de ce qu'on fait, c'est principalement de l'épicerie fine au sens large. On inclut les liqueurs et spiritueux, etc. Voilà. Alors, l'univers monastique, c'est finalement assez éloigné de l'univers de la vente, du commerce. Comment avez-vous fait pour finalement faire en sorte de créer des partenariats? Êtes-vous parti à la découverte de ces abbayes à travers la France? Comment finalement avez-vous réussi à fidéliser des dizaines d'abbayes, des lieux de production, des ordres différents? Parce que c'est pas seulement le produit, vous êtes rentré dans une réelle épaisseur
historique, religieuse, complexe. Est-ce que vous pourriez Ouais, nous tout à fait. raconter cette histoire aussi? Tout à fait. Donc, nous, Divinebox, on vend des produits monastiques, mais au-delà de la vente, on aime bien essayer de raconter aussi d'où viennent ces produits. C'est un peu tout l'intérêt. Donc, d'où viennent les abbayes, qui sont-elles? Est-ce que c'est une communauté qui est jeune, qui est plutôt vieillissante, nombreuse, pas nombreuse, dans le sud, dans le nord, bénédictin, trappiste, et cetera. Donc, effectivement, la connaissance fine des monastères, c'est quelque chose de très important pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, dès le départ, avant même de lancer notre site, on a pris notre petite voiture et on est allé faire la tournée des monastères. On en a fait plusieurs successives. On a commencé par la Bretagne, ensuite la Provence, et cetera, et donc on les connaît, vraiment bien. Alors on passe pas notre vie dans les monastères parce qu'il faut qu'on bosse, Mmh. mais on aime bien y retourner, quand même souvent, et quand on va sur place dans les monastères, le lien qu'on cultive avec les communautés est d'abord un lien, sympathique, fraternel. Le but est de comprendre, comment est la communauté, comment elle fabrique le produit, et cetera. Mais on parle pas du tout, logistique, prix, et cetera. Donc on parle pas du tout de ça. D'accord, donc une Hem, une logique, assez différente, du commerce classique. ouais, exactement. Mais je reviens sur ce que vous avez dit au début qui est intéressant. Vous dites, les monastères sont souvent éloignés du commerce. Mmh. C'est en partie vrai, c'est-à-dire que le la vie d'un moine n'est pas centrée sur le commerce et sur le profit et sur le fait de gagner de l'argent, mais quand même, un pour les communautés contemplatives, donc c'est-à-dire celles qui, pour simplifier, prient et travaillent, le travail manuel est vraiment au cœur de leur vie, et le but de ce travail manuel est en partie, pas uniquement, mais en partie, pour pouvoir dégager des revenus pour le monastère. Dans la règle de saint Benoît, qui a été écrite en 529, saint Benoît dit en gros que, les monastères doivent être relativement autonomes pour ne pas peser sur la société. Et au chapitre 48, je l'ai sous les yeux là, de la règle de saint Benoît qui s'appelle «Le travail manuel quotidien», au chapitre 48, il y a marqué: «Ils seront vraiment moines s'ils vivent du travail de leurs mains comme nos pères et les apôtres». Donc ça veut dire que en fait, dès le départ en 529, quand saint Benoît écrit sa règle, le travail manuel est vraiment inscrit dans le quotidien du moine, et le but est notamment de pouvoir dégager certains revenus pour que le monastère soit, autonome. Donc, quand on dit que les monastères sont pas à l'aise, avec le commerce, c'est en partie vrai dans la mesure où c'est pas leur spécialité, et en même temps, c'est quand même inscrit dans leur vie, et ils partagent, le quotidien de tout un chacun, et doivent donc travailler pour, «récolter» entre guillemets de l'argent. Nous, aujourd'hui, avec Divinebox, on travaille avec environ 80 monastères, principalement en France, et c'est globalement que des ordres contemplatifs. Les plus représentés, ce sont les bénédictins. Vous connaissez peut-être, je sais pas, l'abbaye du Barroux, Mmh. on travaille un petit peu avec l'abbaye de Solesmes, l'abbaye de Saint-Vendry pour leur bière, et cetera. Et le 2e ordre le plus représenté, ce sont les trappistes. Hem, les moines de Cîteaux pour leur fromage, par exemple, les pâtés de l'abbaye de Bricquebec, bon voilà, il y a encore plein d'autres, et ensuite on a plein d'autres ordres, qui sont peut-être moins nombreux en nombre ou en abbaye, mais qui sont, là. Par exemple, les sœurs de Thièbe, du monastère de Thièbe dans le 94, ce sont des sœurs annonciades, c'est pas très connu. Elles en habillent très très beau, gris avec un scapulaire rouge, rouge pétard, c'est très beau, il faut y aller. Elles ont plusieurs maisons en France, donc on peut les visiter. Elles font des crackers apéro et des biscuits, sucrés. Il y a bien sûr les moines chartreux avec leur liqueur, la chartreuse verte, la chartreuse jaune, Mmh. qui ont, 400 bientôt 500 ans de recettes. Donc c'est vraiment des produits mythiques, monastiques, qui sont parfois issus d'un savoir-faire, très lointain. C'est ça qui est beau. Et alors, comment sont sélectionnés, tous ces produits, que vous vendez? Est-ce que vous avez un cahier des charges? Alors, nous, notre cahier des charges principal, c'est qu'il faut qu'il soit monastique. Donc il y a certains monastères qui, achètent un produit et le revendent, en mettant juste leur étiquette. Ça, on essaie d'éviter, parce que nous, ce qui nous plaît, c'est de mettre en avant vraiment le travail monastique, ce qui est vraiment fait, en à l'essentiel ou en grande partie par, la communauté monastique. Hem, donc voilà, ça c'est notre critère principal, et ensuite dans Divinebox, on a différentes, activités. Notre partie la plus connue, et la plus historique, c'est la box, donc un abonnement à une boîte qui arrive chez vous, tous les mois. Et donc pour cette boîte-là, on a aussi une contrainte, c'est le prix. C'est-à-dire que nous, le prix est le même, tous les mois, et donc pour que les produits rentrent dedans, on a une contrainte de prix. Donc par exemple, dans une box, qui est autour de 40 € par mois, on ne pourra jamais vous mettre, par exemple, une chartreuse verte qui est à, pratiquement 70 € la Oui, bouteille. Donc parce d'accord, que ça dommage. rentre pas en termes de prix. Donc il y a cette limite de prix. Et puis ensuite, troisième critère, bien sûr, ça c'est un travail qu'on a fait vraiment, en amont, chez Divinebox, c'était de goûter les produits. On a la chance de distribuer des pâtés de l'abbaye de Boulord, des bières de l'abbaye de Saint-Vendry, et cetera, Une et vraie donc de mission. pouvoir,
de pouvoir goûter. Pardon? Une vraie mission, Une vraie mission. totale. On est vraiment dédié pour ça. C'est un vrai service que l'on vous rend. Et donc, non, on est là pour goûter les produits. Heureusement, quand même, la grande partie des produits monastiques sont bons et très bons. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des recettes qui sont un peu particulières. Alors je ne vais pas les citer pour pas les nommer, dans tous les cas, on les a pas sur notre site, mais il y a certains monastères qui ont, certaines recettes de biscuits, par exemple, qui sont, avec énormément d'épices, qui plaisent parfois à certains types de clients, mais en tout cas, nous, pas notre clientèle, voilà, d'une quarantaine ou cinquantaine d'années, quoi. Donc ces produits-là, nous, on les prend pas parce que ça nous plaît un peu moins, quoi. Voilà. Et donc c'est principalement ça les critères, c'est est-ce que c'est vraiment monastique? Quel est le prix si ça doit rentrer dans nos box? Mais pour notre boutique en ligne, on est beaucoup moins, enfin, on n'a pas cette contrainte de prix. Et puis effectivement, est-ce qu'ils sont bons pour les produits monastiques, qui se dégustent? Voilà. Et alors, bah, vous l'évoquiez en parlant de votre système de box, heu, qui sont livrés, chez les clients. Oui. Comment trouver vos produits? Est-ce que, vous n'avez pas de boutique pignon sur rue? On peut se fournir sur votre site internet et on peut Ouais. également, fournir, on peut acheter des produits à l'unité, Ouais, tout exactement. En simplement. fait, notre volonté au départ, c'est de combiner avec Divine c'est de combiner à la fois, aider les abbayes à diffuser leurs produits qui sont très bons et en même temps, il faut qu'on puisse en vivre. Donc, on ne peut pas tout faire, donc on a voulu, faire un choix au départ. On a pris le choix de la boutique en ligne parce que, bon, on est jeune, on est à l'aise avec internet, donc on savait à peu près faire et puis l'avantage quand même, c'est que ça permet d'être disponible, partout. Et donc nous, on a beaucoup de clients qui, nous disent: «Bah, d'habitude, je vais à l'abbaye de machin pour acheter tel produit». Très bien, sauf que là, j'étais en vacances, je pouvais pas y aller, ma voiture en panne ou je sais pas quoi et j'étais bien content de tomber sur vous. On livre à domicile en point relais, donc c'est assez facile. Donc on voulait vraiment être, voilà, accessible, au plus grand nombre. On réfléchit toujours à avoir une boutique physique, mais c'est d'autres, contraintes. Voilà, l'avantage d'une boutique, c'est que vous pouvez effectivement goûter et cetera. Nous, l'avantage qu'on a sur notre site, notamment, c'est que, on essaye, sans trop harceler nos clients, mais de leur demander un peu un avis après, en disant: «Mais Mmh. qu'est-ce que vous avez pensé du produit? Est-ce qu'il était bon ou pas?» Et donc en fait, on a de plus en plus d'avis et ça permet quand même de se forger, voilà, une idée. Si vous lisez les avis sur, j'en sais rien, telle bière, certains vont vous dire: «Ah bah celle-là, elle est très forte. Moi j'aime beaucoup, mais si vous aimez moins, bah, vous pouvez, passer à la suivante qui va être beaucoup plus légère» et cetera. Donc le fait d'avoir des avis aussi, qui sont de qualité par nos clients et sont des vrais avis, permet aussi de, voilà, comprendre, comment est le produit, voilà. Et donc ça, en général, ça aide pas mal, nos clients à choisir. Un vrai retour d'expérience. Ouais, Hem complètement. et donc on parlait de toutes ces spécificités, de toutes ces histoires, singulières, d'abbaye. Comment Mmh. arrivez-vous à retranscrire, finalement chaque identité d'abbaye? Puisque finalement ça dépasse le produit de consommation, le produit d'alimentation. Vous racontez une histoire. Ouais. Comment arrivez-vous à retranscrire ça à vos clients? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile parce que chaque communauté monastique a son identité propre, son ADN, quoi. Certaines vont être, très ouvertes sur le monde, d'autres un peu plus méfiantes, certaines vont être nombreuses et jeunes, d'autres moins, et cetera. Donc on essaye alors déjà d'y aller ou d'échanger beaucoup avec elles pour comprendre. Déjà, c'est un peu la 1re chose et ensuite comment on le retranscrit. On a plusieurs supports. On a, donc bien sûr dans nos box, mensuelles, on a un petit livret d'une vingtaine de pages Mmh. où on essaie d'expliquer tout sur chaque produit, chaque habillé et cetera. Et donc là, on met des photos, on met des anecdotes, on met des explications. Par exemple, Alexandre, vous savez très bien ce que c'est la différence entre un bénédictin et un trappiste, mais tout le monde ne le sait pas par cœur. Voilà. Et donc dans le livret, c'est l'occasion de rappeler un peu ces différences-là en 3-4 lignes, hein. C'est très Mmh. simple, mais pour que les gens aient des ordres, de grandeur. Donc il y a ce livret-là. Dans nos colis aussi, on essaie de glisser à chaque fois une carte postale vierge, où il y a marqué «Merci» en gros. Et comme ça, les gens qui reçoivent les Mmh. produits et qui les aiment peuvent envoyer une carte postale à l'abbaye de leur choix pour dire: «Bah, voilà, merci, pour tel produit, c'était délicieux, on s'est régalé en famille et cetera. Je vous confie telle intention», moi j'en sais rien. Les gens sont libres de marquer ce qu'ils veulent et on a beaucoup d'abbayes qui nous envoient ensuite des photos, des piles de cartes qu'ils ont reçues. Et donc ça, c'est vraiment sympa, ça permet de recréer un lien parce que de fait, on est en ligne, hein, donc on n'a pas de lien, physique, je veux dire, avec, nos clients et donc ça permet de recréer un lien entre nous, nos clients et l'abbaye et donc ça, les monastères aiment beaucoup. On est par ailleurs sur les réseaux sociaux, donc principalement Facebook, Instagram et Twitter et donc là, on en profite aussi pour mettre, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, d'explications,
Par exemple, à l'abbaye du Barou, les moines, enfin les prêtres ont la tonsure, ils ont encore la couronne de cheveux, ils sont Mmh. rasés pour les frères et ils ont la couronne pour les prêtres. Et ça, on ne sait pas toujours quelle est l'origine, d'où ça vient. Et donc c'est typiquement sur Facebook, Instagram, etc., qu'on explique ça. On met une photo et puis on va expliquer d'où vient la tonsure, quelle est l'histoire aujourd'hui, quels sont les monastères qui portent encore la tonsure, etc. Donc on a différents supports, on a voilà, les livrets, les cartes merci, nos réseaux sociaux avec des photos et des vidéos, avec toujours cette ligne pas simple de, à la fois on a envie de montrer la beauté du travail monastique, la beauté des produits, la beauté des communautés, des abbayes, des bâtiments, etc. Et donc nous, en étant jeunes, on a envie de de montrer ça entre guillemets «au grand public» et en même temps, les monastères sont quand même par définition cloîtrés et donc veulent pas voir leur vie exposée partout sur Facebook et Instagram. Donc aujourd'hui, on arrive à bien tenir cette ligne, mais il faut équilibrer à la fois notre envie de montrer plein de choses super belles, super joyeuses, et de donner envie, même à certains éventuellement de rentrer dans les ordres, et en même temps les monastères, voilà, parfois, ont un devoir de discrétion et de réserve et donc on jongle un peu avec ça. Mais si certains sont sur Facebook, Instagram ou autre, qu'ils n'hésitent pas, ou même sur notre site, hein, à aller voir les photos, les vidéos qu'on met. On a vraiment à cœur, ouais, de mettre en valeur les produits, mais aussi les monastères qui les fabriquent, les moines qui sont derrière, etc. Voilà. De très belles initiatives. Et alors, justement, ça induit aussi une autre question, ce rapport à la modernité auquel vous, vous participez, puisque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez des initiatives entrepreneuriales. Comment finalement gérer ce lien entre un système de production qui n'est pas industriel, pas à grande échelle, et une entreprise ancrée dans le monde qui doit faire du profit. Finalement, y a-t-il des garde-fous heu, pour cadrer ce système-là, cette commercialisation? Alors maintenant, Divinox a déjà 8 ans, donc on commence à avoir l'habitude et on sait sur quoi il ne faut pas jouer ou ce sur quoi il faut jouer. Par exemple, dans le milieu monastique, il y a cette notion de prix juste. Donc les monastères qui vendent des produits, à nous ou à d'autres, le vendent à un prix qui est réputé juste, c'est-à-dire honnêtement calculé selon ses coûts de production, les emballages, les pots en verre, etc. Et donc si moi, com de Divinebox, en tant que revendeur, je vais dire: «Bah non, je suis pas d'accord avec votre prix, je veux le négocier, je veux moins 10 moins 50 et cetera». Dans le milieu monastique, ça passe pas du tout, heu et donc on risque de se faire blacklister, le lendemain, quoi. Mmh. Donc ça, on le fait pas. Depuis le début, on ne négocie pas les prix. Donc ça, c'est déjà un 1er garde-fou assez fort. Ça nous permet d'être sûr que l'abbaye qui nous vend le produit le vend à un prix qui lui convient. Alors parfois, elle prévoit, au-delà d'un certain seuil, on vous offre la livraison, et cetera. Donc parfois, c'est déjà prévu, mais quand même, ça vient pas de notre initiative, quoi. Donc ça, c'est un premier garde-fou et puis ensuite, on essaye d'être, ouais, à la fois à l'écoute de nos contraintes à nous et des contraintes, du monastère. Donc par exemple, quand on fait, ce qu'on appelle des opérations spéciales, donc on essaie d'aider une abbaye sur un produit en particulier. On est évidemment, énormément à son écoute et on va se limiter, par exemple, à ses volumes de production. Donc si, une abbaye nous dit, «Je dois vendre, 1000 fromages mais pas plus», bah, on va faire tout ce qu'on peut pour vendre les 1000 fromages, mais s'il y a pas plus que 1000 fromages, on s'arrête là, évidemment. Donc on est vraiment à l'écoute de l'abbaye. Et le but, c'est pas d'en vendre 1 500 pour la mettre en difficulté et que du coup, elle puisse pas livrer d'autres fournisseurs, et cetera. Donc on essaie d'avoir un grand respect de leur rythme, des produits qu'ils fabriquent et globalement de leur équilibre. Et ensuite, il y a nos contraintes à nous, effectivement, entrepreneurs, petits e-commerçants qui essayons de pas nous faire, marcher dessus par tous les autres acteurs, en dehors du monde, monastique. Et donc on fait avec ce qu'on peut. On essaie de travailler avec, d'avoir une logistique qui soit fluide, donc que les gens soient livrés en temps et en heure avec des produits, en bon état et cetera, sans que ça nous coûte une fortune ni à nous ni à nos clients. Donc c'est toujours un équilibre impossible à trouver, mais on essaye. En tout cas, on y travaille, vraiment tout le temps. Donc voilà, on essaie de jongler à la fois entre nos contraintes et les contraintes de l'abbaye et on est, vraiment à la jonction des 2. Et typiquement pendant des opérations spéciales, donc là, on va en faire une bientôt avec, l'abbaye de Jouques pour leur vin. Quand on a une opération spéciale, c'est une une semaine très, très dense pour nous.
parce qu'il y a beaucoup de commandes, beaucoup de demandes de clients, des gens qui veulent venir nous voir, venir goûter, qui nous posent tout un tas de questions, ce qui est tout à fait normal. En amont, il y a eu toute la préparation de l'opération pour la partie communication, la partie logistique, le site internet, etc. Et puis après l'opération, il faut livrer les clients. Donc il y a toute une partie logistique, livraison, suivi des livraisons. Parfois, il peut y avoir un peu de casse, un peu de perte. Du coup, il faut renvoyer les colis, etc. Donc c'est des périodes qui sont très denses. Et nous, quand on fait tout ça, le but, c'est de l'absorber pour nous, parce qu'on est une entreprise, c'est notre rôle et qu'on est entrepreneur, et que l'ABI ne le voit pas. Et que l'ABI, elle n'est que à nous envoyer des palettes de ses produits, à la quantité qu'on lui a demandé, au prix qu'elle nous a proposé. Et voilà, sans qu'elle doive subir le stress des livraisons, le stress de la logistique des clients qui ont pas reçu leur colis ou j'en sais rien. Voilà, donc nous, on est vraiment au milieu entre les clients qui attendent leur commande tout à fait légitimement et les ABI. Et le but est de mettre en valeur leurs produits, mais sans leur imposer ce rythme très stressant. Quand on fait du e-commerce, on ne se rend pas toujours compte, mais c'est harassant. Mmh. Quand on doit envoyer 50 ou 100 commandes par jour avec des clients qui, voilà, qui attendent leur commande et c'est bien légitime, mais parfois montrent quelques signes d'impatience, ça peut arriver. Donc nous, on est vraiment, on absorbe tout ça et le but, c'est de ne pas le retransmettre à l'habit. Donc quel garde-fou on a pour reprendre notre question initiale? Donc il y a la question du prix qu'on ne négocie pas et puis il y a la question globalement de notre attitude vis-à-vis de l'ABI, qui est de vraiment d'être là en soutien et de les aider, plus que de leur transmettre le stress qu'on a ou notre monde économique, parisien, Mmh. qui peut être trop en décalage avec elle et qui peut être un peu, je pense, blessant dans certains cas. Alors c'est intéressant ce que vous dites, et vous êtes finalement toujours, moteur d'initiative à la recherche, de nouvelles opérations. Alors justement, vous parliez de cette opération avec l'abbaye Joux. Mmh, Donc si j'ai bien compris, ça ne se passe pas, in situ, ça se passe, exact. voilà. Mais alors, finalement, comment font les gens pour goûter? Vous en parliez juste avant. Ils peuvent pas venir goûter? Alors on peut alors vous pouvez toujours aller sur place à l'abbaye de Jouques, Mmh. c'est perdu en pleine Provence, vous pouvez y aller. Je ne sais pas si les sœurs accepteront de vous ouvrir une bouteille pour vous le faire déguster, mais vous pouvez toujours essayer, ça j'en sais rien. En tout cas, vous pouvez acheter une bouteille si vous voulez sur notre site, divinebox.fr. Vous le goûtez, vous le trouvez délicieux et à ce moment-là, vous achetez plusieurs caisses. Voilà, donc on pourrait étendre cette question à tous les produits monastiques. De fait, de tout ce qui s'achète, sur internet, on ne peut pas le tester. Mmh. Voilà, notamment dans l'épicerie fine, donc c'est un peu le risque, mais c'est là où je disais que les avis des clients sont parfois assez précieux, de voir la note, il y a toujours une note de 1 à 5, enfin de 0 à 5, et avec des avis des clients et donc là, sur le rosé de Joux, en l'occurrence, on en a, je regarde tout de suite, on en a plus de 440 avis. Voilà. D'accord. Note moyenne 4,8 sur 5, donc ça veut dire qu'il est peut-être pas parfait, mais en tout cas qu'il est quand même très bon et que les gens l'apprécient. Hem, voilà et donc cette opération, je ne sais pas si vous connaissez l'abbaye de Jouques, Alexandre, en Non, Provence? je la connais pas, donc si vous pouvez éclairer aussi nos auditeurs, pour leur donner envie d'acheter, ces Ouais. bouteilles de rosé. Ouais, donc l'abbaye de Jouques, c'est une abbaye qui a été fondée assez récemment dans les années 60, 67, je crois, au nord d'Aix-en-Provence. C'est une communauté religieuses bénédictines, elles sont une cinquantaine et elles ont les offices, tout en latin, ça messe Paul VI, mais tout en latin. Hem, donc bénédictines, voilà, relativement traditionnelles avec la guimpe blanche et cetera comme on aime. Et elles font différentes choses, voilà, pour, travailler de leurs mains et vivre du travail de leurs mains. Elles font des confitures, des meringues, de la tapenade, mais aussi et surtout, c'est vraiment le point fort de leur économie, c'est le vignoble. Elles ont une dizaine d'hectares, de vignes chez elles, qu'elles travaillent, vraiment avec un très beau travail monastique, à la main, avec patience, sous le soleil de la Provence, c'est magnifique. Et donc depuis 5 ans, elles ont lancé un rosé qui s'appelle Exulta. Elles ont choisi ce nom latin pour, signifier la joie qu'elles ont de travailler dans les vignobles et donc c'est un rosé, Coteaux d'Aix-en-Provence, donc vraiment, le rosé le plus classique, vraiment dans les règles de l'art. Elles le font très bien et elles le vendent là, en particulier dans les prochains jours, prochaines semaines. Pourquoi en particulier? Parce qu'elles ont, quand elles sont arrivées globalement au monastère, elles ont construit le monastère et puis elles ont rajouté un étage un peu dans la précipitation, en tout cas à l'économie des moyens et du coup aujourd'hui le toit n'est plus étanche et il pleut dans les cellules des sœurs novices. Donc c'est peut-être pas très agréable pour les Oui. nouvelles sœurs qui viennent au monastère, qui postulent et qui se retrouvent dans des chambres où il pleut, où il y a de l'infiltration. Donc le but, c'est de financer 650 mètres carrés de toiture à refaire intégralement
Donc c'est quand même des gros travaux. Elles ont déjà initié le chantier, il y a tous les échafaudages, les ouvriers qui s'affairent déjà sur place. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, si vous habitez en Provence ou cet été, allez-y. Donc c'est au nord d'Aix-en-Provence et donc le but de cette opération, avec elles, c'est de les aider à financer au moins une partie du toit. Si on arrive à tout financer, ce sera merveilleux, mais j'ai peur que ça fasse un peu gros. Voilà et donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de vendre, 6 000 bouteilles de vin et l'ordre de grandeur que nous ont donné les sœurs, c'est qu'en vendant 20 bouteilles de vin, on finance 1 mètre carré de toiture. Donc vous n'êtes pas obligé de financer 1 mètre carré complet, vous pouvez financer un peu moins, vous pouvez financer beaucoup plus. Mais voilà, donc chacun peut s'y retrouver selon, son budget et son goût. Voilà, l'été, c'est toujours le moment d'avoir, sa famille, ses amis chez soi et avec le barbecue et les bonnes salades de tomates mozzarella, ça passe toujours très bien d'avoir un petit rosé monastique et en plus, ça fait une histoire amusante à raconter. Tout Voilà. à fait. Et alors, à partir de quand peut-on retrouver cette opération Com? Alors, l'opération commence lundi sur notre site, je pense lundi en milieu d'après-midi a priori. Mais on a déjà quelques bouteilles de rosé dispo sur notre site pour ceux qui veulent absolument être les premiers. Donc voilà, vous allez sur divinebox.fr et vous mettez quelque part rosé ou abbaye de Joux ou Exulta et puis vous le retrouverez. Voilà. C'est bientôt la fête des pères également. Oui. Vous avez des produits à recommander à nos auditeurs? Alors, on en a plus de 400, donc je vais essayer d'être un peu plus court, je vais pas tous vous les lister. Non, c'est vrai que la fête des pères, c'est toujours une occasion de cadeau. Nous, les produits monastiques, nos temps forts, c'est quand il y a des cadeaux parce que c'est des produits qui, voilà, qui ont du sens, qui sortent de l'ordinaire. Notre gros temps fort, c'est à Noël, bien sûr et puis, fête des mères, fête des pères. Donc on a tous quelqu'un autour de nous qui est père. On a un frère, on a un cousin, on a un papa, un grand-père, on a peut-être même un curé à côté de chez soi. C'est vrai. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a pour les pères? On a différentes choses. Bien sûr, je peux vous citer les bières trappistes, ou les bières même monastiques plus largement avec, la bière de l'abbaye de Saint-Vendry, des bénédictins en Normandie ou alors la bière faite avec les céréales de l'abbaye de Boulor dans le Gers, une abbaye qui est très jeune, très pétillante, très chouette aussi. Elles ont une bière blonde et une bière, ambrée, donc ça c'est et une bière blanche pardon. Donc ça c'est le volet, bière, il y en a aussi d'autres mais je vais pas, tous les faire. Il y a un peu plus de sucré pour ceux qui sont plutôt, bec sucré, je vous recommanderais notamment le caramel au beurre salé de l'abbaye de Landévennec. Il y a 3 ingrédients: beurre, sucre, crème. Voilà, simple, efficace comme on aime. Ce sont des moines bénédictins qui sont perdus au fin fond de la rade de Brest, en Bretagne. Et ils font ce caramel au beurre salé depuis une dizaine d'années, qui est une tuerie absolue. Donc, si votre papa est plutôt bec sucré, foncez là-dessus. Et puis, côté salé, alors il y a plein de pâtés, bien sûr. Les rillettes de canard de la ville de Bricbank, d'autres pâtés en tout genre. Et puis, évidemment, s'il est, je sais pas, fin cuisinier, par exemple, et qu'il aime bien mijoter des bons plats, des bons petits légumes. Je vous recommande évidemment les huiles d'olive de l'abbaye du Barou en Provence. Vous pouvez les prendre à l'unité, il y en a 3 différentes. Je ne vais pas faire un descriptif de toutes les huiles, mais il y en a 3 différentes avec des goûts différents. Et il y a un petit coffret de 3 huiles qui fonctionne très bien pendant les périodes de fête. Donc, si vous avez, selon votre budget, si vous avez 10, 20, 30, 50, 200 euros, vous trouverez largement votre bonheur sur notre site divinebox.fr. Voilà, pour la fête des pères. Merci beaucoup Com de nous donner envie par ces produits. Merci à Donc je rappelle à nos auditeurs qui peuvent retrouver à partir de lundi cette opération que vous menez en partenariat avec l'abbaye de Jouques, sur de la vente de rosé et de vin produits par cette abbaye. Je Voilà. rappelle également qu'ils peuvent retrouver vos produits, vos box à retrouver chez vous sur le site Divine Box. Vous êtes présent également sur les réseaux sociaux. Un grand merci. Merci à Combes. vous. On se retrouve, chers auditeurs, juste après une courte pause musicale avec Donatien Lévesque du Rostu pour quelques lumières sur la chasse à courre et les habits de vénerie. Chers auditeurs du Libre Journal des Artisans, vous écoutez ce soir une émission consacrée au savoir-faire monastique et au savoir-faire de la vénerie. Nous sommes ce soir en compagnie de Donatien Lévesque du Rostu, créateur, fondateur de l'Atelier du Veneur en Poitou. Donatien, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation au Libre Journal des Artisans. Bonsoir Alexandre. Est-ce qu'il y a un écho du fait que j'ai gardé mon téléphone sur le libre ouvert? Non, je vous rassure, tout va bien, on vous entend bien, c'est parfait. Eh bien c'est parfait.
Donc comme ça, je vais pouvoir m'exprimer devant la caméra. Tout à fait, merci Donatien. Alors vous êtes tailleur de vannerie, voilà un métier peu commun. Comment se forme-t-on et quel est votre parcours? Ouais, on en a parlé longuement déjà ensemble. Euh, c'est un métier qui est venu un petit peu de nulle part par rapport à mes formations initiales. J'ai 53 ans et j'ai créé l'atelier il y a maintenant 20 ans. Mais je n'étais pas prédestiné à un métier manuel. J'ai fait des études de droit et j'ai fait des études de commerce et j'ai travaillé dans des grands groupes commerciaux et je n'étais pas fait pour ça au départ. Mais ma passion de la vénerie m'a rattrapé et du coup, voilà, je me suis retrouvé en face d'un maître tailleur pendant une année de chômage après être licencié de la bulle des télécoms. Et c'est comme ça que je suis parti me reformer à Paris dans une prestigieuse école de maître tailleur à l'ancienne. Et voilà, je suis devenu maître tailleur par passion. Alors il n'existe pas de formation spécifique pour la chasse, vous êtes formé par le monde du costume finalement. Oui, évidemment, évidemment. C'est un métier, ce qu'on appelait autrefois les maîtres tailleurs civils et militaires, qui travaillaient partout en France, un, dans les régiments, et deux, dans toutes nos communes françaises. Et tout le monde était formé, il y avait un maître tailleur. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de maître tailleur, il y a beaucoup d'officines de vente de vêtements ou de prêt-à-porter. Le seul métier qui reste sur le sur-mesure est peut-être pour les robes de mariée et les costumes de mariage, où on a encore des locations ou des confections. Mais en effet, ce métier est vraiment en voie de disparition. Et moi, j'y suis venu vraiment par hasard, euh, du fait que je me faisais mes vêtements moi-même quand j'étais jeune. Et, euh, et le travail manuel me plaisait et j'ai fait cette formation qui m'a permis d'accéder au luxe, du vêtement et notamment par la chasse à courre. D'accord, donc un rapport à la couture qui ne date pas d'hier. Oui, ça c'est sûr. J'ai été formé notamment, notamment je vous l'avais dit, mais c'est assez sensationnel. J'avais 13 ans, j'étais en sixième, en cours d'EMT, on appelait ça comme ça à l'époque. On avait une éducation manuelle et technique, et notamment j'ai appris à me servir d'une machine à coudre, peut-être le seul héritage que j'ai reçu de ma mère. Hmm, formidable. Et alors, que peut-on trouver à l'atelier du veneur? Quelle tenue proposez-vous? Alors, moi, je fais exclusivement, j'ai complètement délaissé le côté civil et militaire et je ne fais que de la vénerie. Et du coup, je fais essentiellement des gilets et des tenues hommes-femmes pour monter à cheval. Mais j'ai aussi fait des culottes de cheval, donc j'ai aussi exercé le métier de culottier, qui est un métier un petit peu spécial. Mais n'ayant plus de tissu pour opérer dans cette matière-là, j'ai complètement oublié ce domaine. Je ne fais plus qu'aujourd'hui des tenues, des gilets et tout un tas d'accessoires, mais on en reviendra à ça beaucoup plus Hmm. tard dans notre interview. Aujourd'hui, il n'y a plus de tailleurs. Les tailleurs ont tous pris leur retraite ou sont tous morts, malheureusement. Les derniers qui étaient à Chantilly, qui étaient à Paris, il y avait notamment Sadessian, un descendant arménien qui travaillait extrêmement bien. Il y avait ce tailleur à Chantilly qui d'ailleurs faisait aussi tout ce qui était des casaques de jockey, des culottes pour les jockeys pour les courses. Lui a arrêté et a cédé sa société
à quelqu'un qui ne fait plus que les casaques de jockey, qui a complètement oublié la vénerie. J'oublie pas les Moyers au blanc, les Délices en Bretagne, les à Coublanc en Vendée, voilà, tout un tas de tailleurs qui ont disparu aujourd'hui. Un autre dont le nom m'échappe, qui était à Bordeaux, voilà, même un bouton de l'équipage qui est décédé m'avait dit il est extraordinaire, etc. Même cet homme-là. Mais ils ont travaillé jusqu'à 85-90 ans. D'accord, donc C'était incroyable. vous êtes le dernier représentant de cette espèce finalement. Et alors, justement, comment y a-t-il une concurrence autre que le sur-mesure? Êtes-vous concurrencé par du prêt-à-porter dans ce domaine? Il y en a plus. Il y en a plus. Les derniers ont fait faillite. Il existe encore une pseudo-concurrence qui existe avec des petites couturières très sympathiques avec lesquelles je travaille aussi. J'ai de très bonnes amies qui font ça et qui le font avec amour, mais qui n'ont jamais été formées comme moi je l'ai été et du coup qui aujourd'hui qui ne proposent pas les mêmes services que moi j'ai pu proposer pendant les 20 ans où je viens d'exercer. Malheureusement, la concurrence n'est pas forcément mauvaise dans tous les métiers qu'on exerce, mais malheureusement, le nivellement par le bas a opéré dans ce métier-là, comme dans la vénerie et comme dans tout un tas d'autres domaines, et on a préféré faire fabriquer des choses à la tout-va, et notamment chez les Chinois ou chez d'autres Vietnamiens. Très bien, mais on n'est plus sur les valeurs de ce que j'ai essayé de prôner dans la qualité du travail que j'ai fourni, et notamment avec de belles étoffes, pour parler à l'ancienne, et de belles façons. Et alors, sur le fonctionnement de l'atelier Donatien, travaillez-vous seul? Oui, c'est la survie de mon atelier. La survie de mon atelier et de travailler tout seul. J'ai eu quelques expériences avec 2-3 stagiaires qui étaient assez amusantes, je dois dire, qui venaient un petit peu en traînant les pieds. La chance qu'elles avaient, c'est qu'elles habitaient dans le même bourg que moi. Et du coup, elles avaient la chance de pouvoir venir à l'atelier à pied, ce qui a fait leur stage. Et malheureusement, je pense que la jeunesse formée dans ces métiers-là, comme moi je l'ai été, n'est pas prête à vivre à la campagne et à avoir un atelier pour travailler pour la ruralité. Tous les gens avec qui j'ai été formé dans mes dernières formations et tout ce que j'ai accompli, j'étais très souvent, et en tout cas dans ma formation principale avec des Chinois, avec des Vietnamiens, et elles se prenaient tous pour aller dans le luxe et travailler pour les grandes marques, les Christian Dior, les Vuitton, les Chanel, etc. Mais aucun intérêt pour venir travailler à la campagne pour la chasse à courre. Et alors, est-ce que vous travaillez quand même avec des corps de métier spécifiques, des fournisseurs particuliers en tissu? Vous parliez de couturière parfois, peut-être que ça vous arrive de travailler avec d'autres corps de métier? Alors, c'est une des bases de mon métier, c'est la matière première. C'est ce qui garantit notamment le produit fini. Donc, je travaille essentiellement avec les Anglais pour ma fourniture principale, qui sont les draps. Et les Anglais, on a subi tous ensemble le Brexit. Donc, mes prix ont explosé au niveau de mes fournisseurs, mais j'ai encore 2-3 fournisseurs français qui travaillent notamment des étoffes et des tissus d'ameublement
qui me permettent d'avoir des tissus qui sont au-dessus de la moyenne et qui sont, voilà, pour utiliser un terme un petit peu familier, increvables, puisque quand on travaille des tissus d'ameublement et des draps de 1 kg au mètre carré, on se retrouve avec des vêtements qui ont une durée de vie d'une 30aine d'années, peut-être 40, en fonction de l'utilisation. Mais un client, en général, ne revient pas tout de suite chez moi, tellement mes vêtements sont increvables. Et d'où cette matière première. Et cette matière première, elle disparaît au fur et à mesure, que ce soit sur les draps, que ce soit sur les velours, que ce soit sur les cuirs. Et malheureusement, voilà, je ne sais pas si mes enfants, dans une vingtaine d'années, auront la capacité de reproduire les vêtements que je produis aujourd'hui. Mmh. Et alors, justement, vous parlez de cette durée de vie de vos vêtements increvables. Et comment arrivez-vous à fidéliser une clientèle qui sont vos clients? Euh, et comment se passe un rendez-vous à l'atelier? Est-ce que les clients viennent chez vous? Vous êtes installé en Poitou, c'est ça? Oui, 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 oui. Je suis installé en Poitou, donc c'est compliqué aussi, mais on a la chance d'être à 1h15 de Paris en TGV. Donc c'est quand même relativement simple de pouvoir faire un saut et de récupérer 2-3 clients à la gare du Futuroscope et des amener à l'atelier. Pourquoi pas de faire une petite bouffe à la maison et de les remettre au train l'après-midi après avoir fait une prise de mesure ou un essayage. Mais c'est vrai que je suis obligé d'aller très régulièrement sur Paris, puisque c'est là que se regroupe en fait tout le vivier de mes clients. Mais quand je dis Paris, ça va être des séjours à Bordeaux, à Toulouse, dans le sud, à côté de Marseille. Voilà, j'ai une clientèle qui est complètement ouverte par rapport à tout le territoire national. Et je n'ai aucun tabou pour bouger par rapport à ça. Bon, il est vrai que pour prendre des mesures, venir à l'atelier pour passer 10 minutes et prendre des mesures, ça peut très bien se faire par Internet avec une bonne fiche de mesure, avec une maman ou une femme aimante qui a un maître ruban pour faire ça, avec des fiches techniques tout à fait simples. La technique que j'utilise permet complètement de faire des vêtements par correspondance. Mais il est toujours mieux de faire un essayage et c'est toujours mieux de se voir pour toucher le vêtement. Donc vous avez une clientèle qui provient des 4 coins de la France. Des 4 coins de la France, qui vient aussi à l'international. Là, je suis en train de réaliser quelques tenues pour quelques amis belges. J'ai fait quelques tenues pour des amis évidemment anglais. Ce qui est quand même paradoxal, c'est d'avoir du tissu qui vient d'Angleterre, qui passe par la France, où on refait des vêtements qui repartent en Angleterre. J'en ai fait pour les États-Unis, pour l'Australie, j'en ai fait pour l'Argentine, j'en ai fait pour le Japon. Voilà, la vénerie est très très active et contrairement à ce qu'on nous laisse penser, on chasse à court partout dans le monde et c'est une bonne chose. D'accord, ben alors justement, on parlera plus largement de la vénerie un peu plus tard dans l'émission, mais peut-être que pour poser quelques bases sur les notions d'habillement en vénerie pour nos auditeurs, peut-être peut-on savoir s'il y a une signification dans le choix des couleurs de la redingote? D'ailleurs, on dit bien redingote, quels sont les différents éléments de la tenue qu'on peut retrouver? Oui, tout à fait. Alors, on appelle tenue de vénerie l'ensemble de la tenue et de la tenue globale du veneur, qui va de la cravate à la tenue jusqu'au gilet, la culotte de cheval, les bottes. Tout ça s'adresse à tout un tas de métiers complètement différents, puisqu'on peut avoir des culottiers, on peut avoir des bottiers, on peut avoir des tailleurs, on peut avoir voilà, tout un tas d'artisans fondeurs pour les éperons,
pour tout un tas de toute cette panoplie. Mais après, la signification de toutes ces tenues va avec évidemment un code couleur par rapport à chacun des équipages qui consiste dans les 400 équipages, grosso merdo, en France, 400 équipages de lièvres, de chevreuils, de sangliers, de renards, de cerfs, etc. Tout à chacun a un code couleur, d'où la complexification depuis le Brexit de commander du tissu en Angleterre pour avoir toutes les couleurs représentées sur le panel, etc. Donc c'est aussi, j'ai été obligé de devenir importateur, exportateur avec ce fameux Brexit, ce qui est absolument incroyable, alors que moi je suis un métier manuel et je suis là pour confectionner des vêtements, mais en fait il faudrait que je sois une multinationale avec tout un tas d'autorisations absolument incroyables. Voilà, ça c'est le côté entrepreneuriat. Mais sur le côté code, oui, en effet, chacun a ses couleurs, d'où la complexification aussi, parce que tous les fabricants de tissus, au bout d'un moment, réforment leur code couleur et on ne peut plus avoir les bonnes couleurs des équipages d'il y a 50 ans, d'il y a 70 ans, etc. Voilà. Ça, c'est très compliqué. Là, je suis dedans en ce moment, c'est absolument incroyable, mais voilà, j'ai jamais eu autant de couleurs à l'atelier. J'ai 8 couleurs de tissu à l'atelier, avec près de 250 mètres de tissu, parce que tous les futurs clients de l'atelier veulent tous une couleur incroyable. Bon, voilà. Donc, il faut s'y faire, c'est comme ça. On a la chance, au niveau d'autres matières, d'avoir notamment le galon de vénerie qui est très ressemblant au galon militaire. Et du coup, ce sont les mêmes fournisseurs que l'armée. Et encore heureux, on arrive encore à se fournir en galon pour les tenues de vénerie. Alors justement, c'était ma question suivante. On voit souvent ces galons qui ornent les tenues de vénerie. Quelle est leur signification? Alors, il n'y a pas de signification expresse. Le galon de vénerie était traditionnellement, dans la vénerie impériale, était réservé aux équipages qui chassaient le cerf avec l'empereur et précédemment avec le roi de France. C'était le faste de la grande tenue. Voilà, parce que la vénerie, pour que ce soit beau, il faut que ça brille. Ça, c'était le président Bigot de Bodard qui s'exprimait comme ça à l'époque. Le galon n'est pas obligatoire. C'est un attribut. On le choisit ou on ne le choisit pas. Souvent, on a des équipages de sangliers, des équipages de chevreuils qui n'ont pas de galon sur les tenues, mais qui l'ont sur le gilet. Systématiquement ou en grande majorité, les équipages de cerfs qui sont historiquement héritiers de la vénerie impériale, etc., eux ont des galons de vénerie. D'accord, merci Donatien. Et alors justement, y a-t-il différents types de vestes de coupe et finalement, est-ce que vous avez une liberté dans les formes de vestes? Alors, une grande liberté. Cette liberté, elle est justement sur la coupe que j'appellerais la coupe Louis XV, c'est-à-dire que une tenue de vénerie, c'est par rapport à ce que j'ai appris à l'école, le même fonctionnement qu'une queue de pie ou un frac. C'est une coupe à la taille avec une jupe en dessous. Cette jupe, elle est vouée à recouvrir les genoux et le postérieur du cavalier afin qu'il ne soit pas pris par l'eau. Cette tenue, elle a une façon d'être fabriquée. Je ne sais pas si je dois donner mes vrais secrets de fabrication. Non, sûrement pas. Mais elle doit avoir une coupe avec une taille qui est relativement haute. Et je pense aux hommes, mais comme aux femmes, où aujourd'hui on coupe des vêtements
très bas, avec une coupe très basse, notamment pour les pantalons, où on porte sa ceinture plutôt sur les hanches et absolument pas au nombril, comme portaient nos grands-pères leurs pantalons. Aujourd'hui, on porte une tenue. Pourquoi au nombril? Parce qu'on porte un ceinturon avec un couteau pour monter à cheval et que plus il est haut, moins il va remonter pendant qu'on cavale à cheval. Si vous le portez sur les hanches, vous l'avez qui remonte, etc. et le vêtement ne se tient pas. Voilà, c'est un vêtement qui est à la fois sportif et à la fois élégant. Il faut être élégant à pied, à cheval, et que le vêtement soit sport et pratique. Très complexe. Voilà, j'ai quelques astuces au niveau de la coupe, sur la taille et sur tout ce qu'on peut faire comme agrément sur le dessous des bras, etc. Voilà. Ça, c'est mon vrai secret de fabrication parce qu'il est fait à l'ancienne comme au 19e siècle. Et je crois qu'aujourd'hui, cette façon, c'est complètement perdu. Alors, vous parliez des ceinturons, par exemple. Est-ce que ça fait partie des produits que vous proposez? Oui, alors on avait évoqué ça l'autre jour. Oui, en effet, j'ai cet inconvénient avec mes clients, c'est qu'ils viennent à l'atelier et je leur fais une veste, un manteau, une tenue qui s'apparente pour le commun des mortels à un manteau. Cette tenue va avoir une durée de vie de 30-40 ans. Donc mes clients, je les vois une fois et je ne les revois plus jamais de ma vie, finalement. Donc il a bien fallu que je trouve quelques subterfuges commerciaux pour les faire revenir à l'atelier. Et du coup, je me suis mis à travailler les bois de serre, les fouets, le cuir, le galon et tout un tas d'accessoires type couteau, épieu, etc. Voilà. Et je travaille avec d'autres artisans parce que là, dans ce cas-là, je suis que monteur. Mais mon métier de couturier me rattrape toujours puisqu'il faut coudre du cuir. La couture du cuir reste de la couture et reste mon métier. Et alors, pour rentrer dans le pratique, combien coûte une redingote, par exemple? Est-ce qu'il faut prendre Combien en de compte couture, vous avez dit? combien coûte une redingote? Ah, combien Quel est coûte? le coût moyen? Pardon, je n'avais pas entendu. Oui, une tenue, une veste pour monter à cheval, aujourd'hui coûte autour de 1 000 euros. Voilà, 1 000 euros. Et c'est une somme. On y reviendra peut-être dans la deuxième partie quand on parlera de la chasse et de qui la pratique et combien ça coûte. Mais 1 000 euros amortis sur 30 ans, le coût du vêtement n'est pas excessif. Mais les tissus sont extrêmement chers et notamment la quantité de tissus que les fournisseurs nous demandent d'acheter pour pouvoir avoir des couleurs spécifiques, etc. Donc oui, c'est un vêtement qui est un peu cher, mais qui reste complètement abordable quand on fait cet investissement-là. D'où ne pas aller au mauvais endroit. On comprend. Merci beaucoup, Donatien, pour ces premières lumières sur votre métier. Nous vous proposons, chers auditeurs, une courte pause musicale avant de nous retrouver pour entrer dans la confection du vêtement. Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Voilà une plongée dans les bois pour la suite de l'émission, bien que le veneur sonne à la trompe et non au corps. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs de Radio Courtoisie qu'il y a un an, nous accueillions ici en ces studios Nicolas Dromer, champion international de trompe de chasse, et qui peuvent réécouter cette émission dans les archives de Radio Courtoisie. Peut-être d'ailleurs que Donatien, vous connaissez Nicolas Dromer, sonneur mondialement connu. Oui, évidemment, champion international. Tous mes copains sonneurs, Nicolas Dromer, les échos de la jeunesse et tous mes amis anciens piqueux qui sonnent admirablement. Mais ce qui était très amusant, c'est d'entendre
les fanfares que vous avez diffusées. Et je ne sais pas si à l'époque, Nicolas Dromer vous a fait les paroles grivoises de ces partitions et notamment de la petite Émilie ou voilà. Non, on n'avait pas eu ces détails, cette lecture de Mais la fanfare. chaque fanfare a ses paroles Mmh. et sa partition, mais aussi la partie off des paroles Son grivoises. sens caché. Voilà, qui sont très simples pour retenir les fanfares notamment. Pour tous ceux qui veulent se mettre à la trompe, c'est beaucoup plus facile de retenir les paroles grivoises que des paroles trop commodes. Merci du conseil, Donatien. Alors pour nous plonger justement, avec vous dans votre atelier, dans la technique, de la confection, de mesures, est-ce que vous pourriez nous raconter comment, se passent, les étapes successives de la prise de mesure à la remise de l'habit, de la confection d'habits de vénerie? Alors, le système est très simple. Déjà, il faut, dans un premier temps, s'entendre sur les couleurs de la tenue. Ça prend en général un certain temps. Mmh. Comme disait Fernand Reynaud, avec son sketch sur l'obus qui sort du canon. Un certain temps parce que aujourd'hui, on ne retrouve pas les couleurs d'autrefois. Donc déjà, pour s'entendre sur les couleurs, voilà, c'est un certain nombre de coups de téléphone, mais qui sont très sympathiques, sachant que personne aujourd'hui ne voit les couleurs de la même façon, que ce soit sur un téléphone, sur un ordinateur ou en direct avec de la vraie lumière. Donc voilà. Donc une fois qu'on s'est entendu sur les couleurs, enfin on peut lancer la fabrication. Et cette fabrication, elle se passe tout simplement une prise de mesure. N'importe quelle mère de famille est capable de prendre les mesures. Autrefois, les jeunes filles étaient formées à l'école avec un centimètre et savaient coudre un petit peu, prendre des mesures, etc. Donc, bon, j'ai des fiches absolument sensationnelles où n'importe qui, en suivant la technique, peut prendre des mesures. Donc, pas la peine de venir à l'atelier pour prendre des mesures. Ce serait faire trop de kilomètres. Et voilà. Une fois que les mesures sont prises, et une fois que moi j'ai le gabarit de la personne, son poids, ses mesures et sa taille, je suis capable juste sur les mesures savoir où la personne s'est trompée sur la prise de mesure. Voilà. Une fois que j'ai ces mesures-là, je coupe. C'est là le vrai métier du tailleur. Le vrai métier du tailleur, c'est ce qu'on appelle le styliste modéliste et qui coupe. C'est à ça où j'ai été formé. Si personne n'a été formé à ça, personne ne peut confectionner un vêtement ou en tout cas créer un patron. Le patron va servir à créer la tenue, à créer la coupe. Cette coupe-là, moi, mon métier de tailleur me permet de la faire à main levée à la craie sur le tissu. Je n'ai même pas besoin de tailler un patron avant de couper du tissu. Voilà. Ça, c'est la base. Après, tout le reste, finalement, je l'ai dit fréquemment, et c'est là où j'ai eu quelques stagiaires qui ont voulu venir à l'atelier, c'est le travail de l'ouvrière mécanicienne. L'ouvrière mécanicienne, elle est détentrice d'un CAP, et elle coupe, enfin, elle bâtit le vêtement, elle l'assemble. Mais l'assemblage ne peut se faire que si la coupe est bonne. Si la coupe n'est pas bonne, on peut assembler un carré avec un carré, on ne mettra pas sur un rond. Voilà, c'est la base de ce métier-là, c'est le métier de maître tailleur. Le maître tailleur est un styliste modéliste qui sait couper, et une fois qu'on sait couper, l'assemblage, je dirais, c'est de la rigolade. C'est juste une petite formalité. Voilà. Après, la difficulté de ce métier-là, c'est notamment de travailler avec du cuir, des draps de cuir, des draps de laine qui sont très épais, très lourds, 1 kg au mètre carré. Quand un costume, une veste de costume classique, comme vous devez porter aujourd'hui dans les studios,
c'est du tissu qui fait entre 120 et 150 grammes au mètre carré. Donc on est quand même sur du x10 par rapport à l'épaisseur et par rapport à la difficulté. Donc il faut aussi avoir le matériel qui va bien pour travailler. Du coup, je travaille exclusivement avec des machines de cordonnier, des machines à cuire, des machines triple entraînement avec des aiguilles pour travailler le cuir. Et c'est vrai que c'est compliqué. Toutes les coutures que je fais à la main, puisque toutes mes doublures sont posées à la main dans mes vêtements, et ça, je le fais complètement en autodidacte, mais c'est de l'assemblage, hein, c'est très simple. En revanche, les tissus sont compliqués à fabriquer et je me trouve très régulièrement avec des escarres sur le bout des doigts parce que je ne sais pas travailler avec un dé à coudre. C'est un de mes défauts. Je ne sais pas faire ça, malheureusement. Mais du coup, voilà. Donc je paye de ma personne aussi pour ces vêtements-là. Voilà. Après, la confection, malheureusement, il y a quelques écoles qui subsistent pour faire ce métier-là, qui sont l'école que j'ai faite, qui est l'Académie internationale de coupe de Paris, ou S-Mode, deux écoles qui sont à Paris, que j'ai pu faire, moi, il y a 25 ans. Aujourd'hui, tous ceux qui sortent de ces écoles-là ne souhaitent qu'aller dans les grandes maisons de couture, comme je le disais en préambule dans le début de notre interview, et notamment voilà, toutes les grandes maisons parisiennes, pour les grands défilés, etc. Venir au fin fond du Poitou pour faire des tenues de vénerie n'intéresse absolument pas la jeunesse dans les écoles de couture. Alors, vous nous avez parlé de machines qui sont finalement faites pour travailler le cuir. Vous avez évoqué un moment le velours ou la laine. Quelles sont les matières qu'on retrouve généralement dans votre atelier et dans les tenues? Alors, on retrouve exclusivement du drap de laine fabriqué en Angleterre, et là, je m'y tiens depuis le début de l'atelier, de travailler qu'avec les Anglais qui savent faire. Les Français n'ont jamais su faire. Les draps étaient vraiment minables. Tous les draps que j'ai adoré travailler en 20 ans, je ne reviendrai jamais en arrière sur le drap anglais. Ce drap qui fait 1 kg au mètre carré, qui est absolument sensationnel, et sur lequel on me permet d'avoir toutes les couleurs que je veux pour tous les équipages de France. L'inconvénient de cela, c'est que moi, il faut que j'achète des couleurs à coût de 50 mètres, 60 mètres par couleur, et du coup, c'est la complexité de mon métier sur la trésorerie de l'atelier. D'un autre côté, Voilà. si tout l'équipage vient se fournir chez vous, finalement, c'est assez pratique. Oui, c'est pratique, mais sur certaines couleurs, il va y avoir 2 personnes qui vont venir, parce qu'autrefois, ils avaient déjà les tissus, donc les anciens de l'équipage ont déjà leur tenue, et il n'y a que les nouveaux qui veulent la couleur. Donc en fait, il va falloir faire 50 mètres de tissu pour 1 gars, 2 gars, 3 gars peut-être. Mais du coup, peut-être que je ne referai pas d'autres veneurs d'ici 10 ans. Donc, je vais garder un stock de tissus qui est impressionnant et qui va m'handicaper sur ma trésorerie de tailleur, d'artisan. Je reste un petit artisan. Je ne suis qu'un petit artisan. Ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Et le nivellement par le bas fera que les nouveaux boutons de certains équipages préféreront monter avec une veste qui vient de chez Lidl ou de chez Barbour ou de chez Auchan pour monter à cheval, plutôt que de respecter les codes. Et ce n'est pas grave. Mais ça a été prôné pendant très longtemps par la société de vénerie, où finalement la tenue n'est pas importante. Louis XIV, on n'a plus besoin de lui. Alors, justement, ça induit une question que j'avais. Ce nivellement par le bas, je me fais un peu l'avocat du diable. Pourquoi est-ce important d'avoir un bel habit à la chasse? Parce qu'à l'ère du Gore-Tex, des polaires synthétiques, du tout confort, du tout pratique, pourquoi se donner autant de mal à confectionner
à la main des vêtements qui sont voués à prendre la pluie, la boue, les ronces. Justement, le drap de laine est fait pour prendre la pluie, la ronce, les intempéries, la neige. C'est un vêtement qui est à la fois pratique pour monter à cheval, c'est un vêtement de sport, on peut bouger avec, il est, je vous dis, prêt à toutes les intempéries et en même temps, il garde les codes couleurs de cette tradition qu'est la vénerie. Et cette tradition doit nous permettre de magnifier l'animal dans sa prise parce qu'on le respecte et qu'on s'habille correctement. On s'habille correctement quand on va à un enterrement, on s'habille correctement quand on va à un mariage, on s'habille correctement quand on va à la chasse. Voilà. Je suis pas opposé à tout le côté fluorescent de la chasse à tir qui est là pour la sécurité. Sécurité dans la vénerie et à la chasse à courre, il n'y en a pas besoin. On est à cheval, personne ne prendra un coup de fusil, personne ne prendra une morsure de chien. Ça ne risque rien. D'ailleurs, on parle souvent de la chasse le samedi et le dimanche ou le mercredi, qu'il faudrait l'interdire. Mais finalement, les forêts domaniales, les forêts publiques sont ouvertes à la vénerie à longueur d'année, tous les samedis, tous les mercredis, mais jamais le dimanche. Et quelqu'un qui se promène en forêt ne risquera jamais rien de quelqu'un qui est à cheval avec une belle tenue pour aller servir un cerf. Voilà. C'est quelque chose qui est très, très important pour moi. C'est de garder ces traditions. Si on perd ces traditions, on perdra la vénerie. La vénerie se perdra à cause de ce nivellement par le bas. On comprend bien l'enjeu, en tout cas, Donatien, merci. Et justement, on va continuer à en parler de cette importance de la vénerie dans la tradition. Et peut-être pour finir sur les questions techniques et concernant votre entreprise, nous avons reçu une question d'auditeur de Blaise qui nous demande combien de tenues votre interviewé confectionne-t-il chaque année? Avez-vous une idée du volume que vous produisez? Non, j'ai aucune idée. J'en fais une vingtaine Une vingtaine. en général. Mais comme j'ai différents métiers en parallèle, parce que le métier d'artisan était compliqué, j'ai été obligé de prendre d'autres activités pour pouvoir parer à la survie de l'atelier. Donc voilà, on va dire une vingtaine, mais ça n'est pas le vrai bon chiffre. Voilà, et avec toutes les activités que je fais à côté, ça n'est pas mon activité essentielle et lucrative, on va dire. Alors justement, parmi ces activités, Donatien, vous êtes éleveur de chiens. Est-ce que vous pouvez Pareil. nous en dire un peu plus? Oui, par toutes ces passions de la vénerie, de l'atelier, etc. Depuis toujours, j'ai eu des chiens à la maison et j'ai eu la chance, grâce à mon oncle Pierre Astier, de rentrer au club du chien d'ordre et de faire toutes les formations de juge canin. Donc je suis aujourd'hui juge auprès de la cynophilie internationale et française. Grâce à ce titre de juge et ces examens, j'ai réussi à faire des équivalences pour être éleveur professionnel. Donc j'élève aujourd'hui des fox terriers à poil lisse. Bientôt, parce que grande nouveauté, on a basculé aussi sur des races un peu spécifiques et j'ai également des bulldogs français à la maison. Phénomène incroyable, puisque chien qui ne sert à rien à la base, qui n'est pas chasseur, qui ronfle et qui pète, mais j'ai la chance de trouver un phénomène qui est devenu chien truffier. D'accord. Et donc, il me trouve des truffes. Donc, évidemment que je vais élever sur cette race-là, mais je suis également... je peux élever toutes les races, hein, donc il n'y a aucun problème. Mais du coup, je suis, oui, en effet, éleveur. Je suis éleveur, je travaille le cuir, je fais du négoce de bois de serre à l'international. Voilà, tous ces métiers sont liés au monde rural, au monde de la chasse. Et
Et tout ça est lié à la passion principale, qui est la passion de la chasse et de la vie rurale. Très bien, d'accord, et de la vénerie, vous êtes avant tout, veneur. Et alors, justement, pour comprendre un petit peu mieux, le fonctionnement, d'un équipage, par exemple, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment fonctionne la hiérarchie au sein d'un équipage? Alors un équipage, c'est simple. Quelqu'un décide de créer un équipage. J'ai d'ailleurs des clients qui sont en train de monter leur équipage en ce moment. Donc, ils ont décidé de monter leur équipage. Ils ont eu la chance d'avoir des amis qui leur ont donné des chiens. Mmh. Donc, il faut avoir évidemment les autorisations, de la Fédération nationale des chasseurs. Euh, L'avis de la société de vénerie n'est que consultatif pour avoir une licence. À partir du moment où vous avez un chenil aux normes, vous pouvez avoir un équipage. Donc en fait, c'est surtout le métier du chien qui est important sur l'équipage. Et après, il faut surtout avoir des territoires pour pouvoir se livrer à cette passion qu'est la chasse. J'ai eu cette chance l'année dernière de créer un équipage et de partir en Argentine. Donc tous mes amis du monde de la vénerie m'ont offert d'une façon extrêmement gentille et je ne saurais jamais comment les remercier, 50 chiens qui sont venus à la maison avant de partir pour créer ce fameux équipage en Argentine. J'ai eu cette chance-là parce que personne ne m'a dit non. Tout le monde m'a offert des chiens et me les a offerts de bon cœur et en plus c'était de bons et beaux chiens. Sachant que j'étais juge, personne n'a osé me donner des fonds chenilles ou les voilà. Et moi, avec mon boulot d'éleveur et toutes les autorisations nationales et internationales que j'avais, j'ai pu leur obtenir notamment tout ce qui était certificat vétérinaire. Il a fallu les mettre aux normes, les faire pucer, les faire vacciner, etc. Tout n'était pas forcément tout à fait carré, mais vraiment en parallèle et vraiment en concertation avec les services vétérinaires français qui sont absolument extraordinaires, bien qu'on les trucide régulièrement parce qu'ils nous embêtent, machin, pour des normes, pour des choses comme ça. J'ai rencontré des gens extraordinaires du bien-être animal et de toutes ces nouvelles normes sur les animaux. Et j'ai, grâce à tous mes diplômes, eu les autorisations, notamment de transport européen, de transport international, d'import-export, de juges, tout un tas d'examens que j'avais passés il y a 25 ans. Et ces gens-là m'ont fait confiance. Et grâce à eux, j'ai pu emmener ces chiens-là en Argentine, que j'ai installé là-bas dans un chenil complètement aux normes, absolument incroyable, qui avait servi il y a 25 ans. Et aujourd'hui, nos chiens, nos 50 chiens, chassent à court tous les étés pour nous, tous les hivers pour eux, puisqu'on est dans l'hémisphère sud. Et ces chiens-là voilà, ont la chance de chasser le cerf en Argentine jusqu'à la fin de leur vie. Et potentiellement, un truc incroyable, c'est que ces chiens-là qui ont une durée de vie on va dire, de 8 à 9 ans en France, là-bas, vu le climat et vu les durées des chasses, vont peut-être gagner 2-3 ans de durée de vie supplémentaire. Et c'est assez amusant parce qu'on pense pas spontanément à l'Argentine, comme terre de vénerie en tout cas. Est-ce que vous avez eu des prises au moins? Oui, on a pris 4-5 cerfs, évidemment. Mais l'important était surtout de se retrouver avec nos propres chiens là-bas et de pouvoir vivre là-bas avec ces chiens-là. Les prises sont, comme dans toute la vénerie française, absolument inintéressantes. Elles sont intéressantes sur le moment, mais voilà, ça n'est que la finalité de la chasse. Oui, on est là pour prendre,
mais l'important, c'est le travail du chien. Oui, voilà, une histoire d'amour avec les chiens, avec les chevaux, Ouais, c'est finalement ça, oui, la vénerie. évidemment. Et alors, justement, vous nous parliez de quelques 400 équipages en France, c'est assez considérable. Est-ce que c'est une tendance qui est à la hausse? Non, elle est plutôt à la baisse. C'est ce que j'avais prédit il y a une dizaine d'années. Elle était en hausse il y a une dizaine d'années. On m'avait prédit que il fallait absolument conquérir le croissant est de la France et chasser dans le Jura, dans les Vosges et dans toutes les Alpes françaises. Ce que je ne crois pas. Bon, je crois que la vénerie doit se restreindre et se remettre dans des forêts tout à fait légitimes à cette chasse-là. Je pense qu'elle n'est absolument plus légitime dans les régions type Paris, mais je pense que plutôt que le développement du nombre d'équipages, il faut que les équipages se regroupent et chassent ensemble. On est là pour chasser entre copains, entre amis, voilà. Mais à partir du moment où on le fait avec la tradition, avec les bonnes couleurs, avec les bons chiens, il n'y aura aucun problème. Aller le faire juste parce que on veut juste chasser et avoir son équipage, ça c'est juste pas possible. Retrouver un ancrage et un sens à tout ça. Yes. Eh bien, merci beaucoup, Donatien, l'évêque du Rostu, de nous avoir permis de découvrir ce fabuleux métier de tailleur de vénerie et au passage, voilà, d'approfondir les connaissances de nos auditeurs sur le merveilleux monde de la vénerie. En Je- tout cas, grand merci Merci. Alexandre de votre accueil chez Radio Courtoisie et j'espère à très bientôt avec peut-être une nouvelle tenue. Ben, je l'espère également. Merci Donatien. Merci beaucoup. Je rappelle que nos auditeurs peuvent retrouver vos produits sur votre site internet Atelier du Veneur, sur vos pages Facebook et Instagram du même nom. Et puis voilà, un grand merci à la technique et en particulier à Aline d'avoir suivi cette émission et assuré son bon déroulement. Merci beaucoup et à dans un mois.